Une chef d'entreprise humilie une serveuse lors d'une fête, sans imaginer que son mari est en train de la regarder. Et il y a des histoires qu'on entend et où l'on sent qu'on n'aurait pas pu réagir autrement que cette femme-là. Et celle-ci en fait partie. L'eau a traversé la salle avant que quiconque comprenne ce qui se passait. Le seau en métal a heurté le plateau a glissé des mains de Manon, et le bruit a coupé la musique, coupé les conversations, coupé l'air de cette salle élégante comme si quelqu'un avait tiré sur un fil. Tout le monde s'est arrêté, et Manon est restée là, immobile au milieu de la salle, trempée de la tête à la poitrine, la chemise blanche de serveuse collée au corps et les cheveux dégoulinant d'eau sur le front. Elle n'a pas crié, elle n'a pas reculé. Elle a seulement regardé la femme en face d'elle avec ce regard de quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui vient de se passer. La femme qui avait jeté le seau était Geneviève Lambert. 62 ans, cheveux argentés, coupés ras, tailleur noir de quelqu'un qui ne sourit pas par politesse mais par stratégie. Madame Geneviève était connue dans cette ville comme une femme qui avait tout construit de ses propres mains. Son entreprise de réception et de gastronomie fournissait les plus grands dîners de la région, les fêtes les plus chères, les mariages dont tout le monde parlait. Elle était arrivée là où elle était sans l'aide de personne, et elle voulait que tout le monde le sache. Et quand elle pensait que quelqu'un menaçait ce qui lui appartenait, Geneviève n'hésitait pas. Elle n'avait jamais hésité. Le problème, c'est que ce soir-là, ce qu'elle croyait être une menace était complètement faux. Et son mari voyait tout de l'autre côté de la salle. Étienne Lambert avait 65 ans, un costume bleu marine, une cravate sombre. Il se tenait debout près de la table des enfants, un verre à la main qu'il avait cessé de tenir correctement dès qu'il avait vu la scène. La mâchoire serrée, les yeux fixes. Ceux qui connaissaient Étienne savaient que quand il restait silencieux comme ça, ce n'était pas par manque de choses à dire. C'était parce qu'il retenait tellement de choses que, s'il ouvrait la bouche, il ne pouvait pas prévoir ce qui allait en sortir. Mais pour comprendre ce qui se passait dans cette salle dorée, avec ses lustres immenses et ses tables couvertes de fleurs blanches, il faut revenir quelques mois en arrière, parce que cette histoire ne commence pas à la fête. Elle commence un matin ordinaire dans une boulangerie du coin, avec une jeune femme qui avait besoin d'un emploi de toute urgence. Manon Roussel avait 29 ans, et ce genre de fatigue sur le visage de quelqu'un qui dort peu depuis longtemps. Ce n'était pas de la négligence, c'était du poids. Elle avait les cheveux sombres attachés en chignon serré, les épaules légèrement voûtées de quelqu'un qui porte trop de choses, et une détermination dans les yeux qui sautait aux yeux avant même qu'elle ouvre la bouche. Ce jour-là, elle était sortie tôt de chez elle, avait traversé presque toute la ville en bus, et était entrée dans l'entreprise de réception de Madame Geneviève pour déposer son CV en personne. Pas parce qu'elle était désespérée, mais parce qu'elle avait appris de sa mère que la présence compte plus que le papier. La mère. Huguette Roussel avait 56 ans et se remettait depuis près de 2 ans d'un grave problème au genou qui n'avait pas été traité à temps. Elle ne pouvait plus travailler comme avant. Manon avait tout pris en charge, le loyer, la nourriture, les consultations. Et l'argent ne suffisait pas à boucler le mois depuis longtemps. Celui qui l'avait accueilli à la réception était Damien, le responsable des plannings, un homme d'une 40aine d'années à l'allure tranquille et avec une sympathie sincère. Il a regardé le CV, a regardé Manon, et a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un de toute urgence, parce qu'une des serveuses avait abandonné la veille d'un grand événement. Si elle pouvait commencer le week-end même, elle était embauchée à titre temporaire. Ensuite, Madame Geneviève évaluerait la situation. Manon a dit oui avant qu'il finisse sa phrase. Elle a bien travaillé. Tous ceux qui avaient travaillé avec elle lors de ce premier événement l'ont dit. Discrète, attentionnée, rapide, sans se tromper dans les commandes. Et plus que ça, elle avait un calme naturel avec les invités les plus difficiles, avec ce genre de personnes qui traitent les serveuses comme des meubles. Manon regardait les gens dans les yeux, parlait doucement et réglait les choses. Damian le remarqua. Il le nota mentalement. Ce que Manon ignorait, c'est qu'il y avait une autre raison pour laquelle elle se trouvait là dans cette entreprise, dans cette salle de réception. Une raison à laquelle elle n'avait pas pensé une seule seconde et qui était cachée au cœur d'une histoire bien plus ancienne qu'elle. Étienne Lambert, avant d'être le mari respectable de Geneviève, avant d'être l'associé silencieux de l'entreprise de sa femme, avait été propriétaire d'une petite entreprise de construction qui avait failli faire complètement faillite 28 ans plus tôt.
Il avait contracté des dettes qu'il ne pouvait pas rembourser, avait perdu des contrats les uns après les autres et était sur le point de perdre toute son entreprise quand un homme était apparu. Son nom était Fernand Roussel, entrepreneur modeste, argent simple, mais confiance solide. Fernand était le père de Manon, même si Manon n'était à l'époque qu'un bébé dont il portait les photos dans son portefeuille. Fernand avait conclu un accord avec Étienne. Il était entré comme associé temporaire, avait injecté les fonds qu'il possédait et pendant 3 ans avait aidé à redresser l'affaire. Ensuite, il était parti, avait repris sa vie, n'avait jamais demandé de publicité. Les 2 hommes étaient restés en contact pendant des années. Et quand Fernand avait eu un grave problème de santé et n'avait plus pu travailler, c'était Étienne qui, discrètement, envoyait de l'argent à la famille chaque mois, pas parce qu'il y était obligé, parce qu'il se sentait redevable. Et quand Fernand était parti, quelques années plus tard, Étienne avait continué d'envoyer, pour Huguette, pour Manon, sans expliquer d'où venait l'argent. Geneviève ne l'avait jamais su. Elle savait qu'Étienne avait eu un ancien associé, mais elle n'avait jamais voulu en connaître les détails. Étienne était discret par nature, et Geneviève par ambition. Ils s'accordaient bien sur ce point où l'un n'avait pas besoin de l'autre. Mais il y avait une chose que Geneviève ne contrôlait pas, sa propre méfiance. Elle avait vécu sa vie en alerte constante. Chaque ombre devenait une menace. Chaque proximité d'Étienne avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas devenait un sujet de suspicion. Ce n'était pas exactement de la jalousie romantique, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. C'était la peur de perdre ce qu'elle avait construit, de devoir redevenir celle qu'elle était avant. Alors, quand Geneviève avait trouvé dans le tiroir du bureau d'Étienne, 3 semaines avant la fête, une enveloppe portant le nom de Manon Roussel et un reçu de virement bancaire du mois précédent, quelque chose s'était brisé en elle. Elle n'avait pas posé de questions. Elle n'était pas du genre à poser des questions. Elle était du genre à régler les choses. Et elle les régla, à sa manière, au pire moment possible. Cette fête était le plus grand événement de l'année pour l'entreprise. Geneviève avait passé des mois à l'organiser. C'était un dîner de gala pour conclure un contrat énorme avec un groupe d'hommes d'affaires de la région. Tout devait être parfait. Elle avait choisi personnellement chaque détail, des lustres au pliage des serviettes. Et quand elle entra dans la salle en avance pour la dernière inspection et qu'elle vit Manon en train de dresser les tables, quelque chose se figea en elle. Elle avait demandé à Damien d'affecter Manon à cette soirée. Damien, qui ne savait rien, avait confirmé. Il ne comprenait pas pourquoi la patronne voulait la nouvelle employée justement pour l'événement le plus important, mais il n'avait pas posé de questions. Geneviève surveilla toute la préparation. Elle cherchait quelque chose. Un échange de regards avec Étienne, un sourire déplacé, n'importe quelle confirmation de ce qu'elle avait déjà décidé d'être la vérité. Et elle ne trouvait rien, parce qu'il n'y avait rien. Manon travaillait. Étienne était de l'autre côté de la salle, en train de saluer les invités. Ils ne s'étaient pas croisés une seule fois. Mais alors, un moment se produisit qui, hors contexte, ressembla exactement à ce que Geneviève attendait de voir. Étienne marchait en direction des toilettes, Manon traversait la salle avec un plateau et les deux passèrent par le même couloir au même moment. Étienne tourna la tête, la regarda et s'arrêta une seconde. Son visage changea. Ce n'était pas un sourire, c'était de la reconnaissance. Il ouvrit la bouche comme s'il allait parler, et Manon, sans comprendre cet air étrange d'un inconnu, murmura un « Excusez-moi », poli, et changea de chemin. Étienne resta figé un instant. Cette jeune femme était le portrait de Fernand. Identique, la même façon de marcher, les mêmes yeux sombres, le même angle du visage. Il resta à la regarder une seconde avec un mélange de nostalgie et de stupeur. Geneviève vit de loin, et cela suffit. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Elle attrapa le seau d'eau qui se trouvait près du poste de service, celui qu'on utilisait pour la glace des vins, et traversa la salle avec une détermination qui ne laissait aucun doute sur le fait que ce qui allait suivre n'avait pas été impulsif. C'était calculé, froid, et c'est pour cela que c'était encore plus cruel. Vous savez, quand je suis arrivé à cette partie de l'histoire la première fois, je n'arrivais pas à comprendre comment une femme pouvait en arriver à ce point. Je ne parle pas de colère.
Je parle de faire ça dans une salle pleine de monde, avec des employés, des clients, tout. Il y a une froideur là-dedans qui m'a perturbé. Elle s'arrêta devant Manon, qui traversait la salle avec son plateau, et jeta l'eau. Le bruit arrêta tout. Manon resta là, immobile, l'eau coulant de ses cheveux sur son visage, trempant sa chemise blanche. Elle respira profondément. Elle ne cria pas. Elle n'insulta pas. Elle regarda simplement Geneviève et dit, d'une voix si basse que seuls ceux qui étaient proches l'entendirent, « Qu'est-ce que je vous ai fait, madame ?» Geneviève ne répondit pas. Elle la regarda avec une expression qui était presque de la satisfaction, comme si l'humiliation elle-même était déjà la réponse qu'elle voulait donner. Et c'est à ce moment-là qu'Étienne arriva. Il avait traversé la salle rapidement, plus rapidement que ne le permettèrent sa cravate et son âge, et s'arrêta à 1 mètre des deux. Plusieurs invités regardaient. Certains employés s'étaient instinctivement éloignés, comme quelqu'un qui ne veut pas être frappé par un éclair qui n'est pas encore tombé. Geneviève. Sa voix sortit basse, tendue, comme un ressort comprimé. « Ne commence pas avec moi, Étienne, » dit-elle sans même tourner complètement le visage vers lui. « Je sais qui est cette jeune femme. »« Non, » dit-il. « Tu ne sais pas. » Elle se tourna. Elle regarda son mari avec ce regard qu'elle gardait depuis des semaines. « J'ai trouvé l'enveloppe. J'ai trouvé les reçus. Chaque mois, Étienne. Chaque mois, tu envoyais de l'argent à cette fille sans me dire quoi que ce soit. » La salle était maintenant presque complètement silencieuse. Seul le bruit doux de la musique de fond que quelqu'un avait oublié d'éteindre. Étienne regarda Manon. Elle avait les bras croisés sur la poitrine, essayant de ne pas trembler, gardant une dignité immense dans un moment qui aurait brisé beaucoup de gens. Il se tourna vers sa femme. « Elle est la fille de Fernand Roussel. » Geneviève ouvrit la bouche, la referma. Le nom l'avait atteinte comme une pierre. « Fernand, » répéta-t-elle presque sans voix. « L'homme qui a sauvé mon entreprise quand tout s'effondrait. L'homme qui est entré comme associé quand aucune banque ne voulait me prêter un centime. » Étienne parlait lentement, choisissant chaque mot. « Il est parti il y a 4 ans, et je lui ai promis que je ne laisserai pas sa famille manquer de rien. Je paie parce que je lui dois. Parce que sans Fernand, il n'y aurait pas d'entreprise, il n'y aurait rien. Et toi ?» Il s'arrêta, respira profondément. « Tu ne m'as jamais posé la question. Tu n'as jamais voulu savoir d'où nous venions avant que tu entres dans ma vie. » Geneviève était figée, le genre de figé de quelqu'un qui recalcule quelque chose qui ne peut pas être recalculé. Manon, de son côté, entendit le nom de son père et ferma les yeux 1 seconde. Quand elle les ouvrit, il y avait une larme au coin, mais le menton était levé. « Mon père ne m'a jamais rien dit, » dit-elle, très doucement. « Je n'ai jamais su que vous envoyiez cet argent. Je lui ai demandé de ne pas te le dire, » dit Étienne. « Je ne voulais pas que tu penses que c'était une obligation. C'était de la gratitude. C'en est encore. » La salle restait en silence, mais c'était maintenant un silence différent, le genre de silence qui précède quelque chose de grand. Damien, le responsable, était apparu près de la porte de la cuisine. 2 serveurs plus anciens regardèrent Geneviève avec une expression qui n'était pas de la peur. C'était autre chose. De la fatigue, peut-être. Le genre de fatigue de celles et ceux qui ont des histoires semblables à celles de Manon, mais qui n'avaient jamais eu une salle pleine de témoins pour les écouter. Geneviève regarda son mari, regarda Manon, regarda les invités qui étaient encore debout, leur coupe à la main sans savoir où poser les yeux. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Geneviève Lambert ne savait pas quoi faire du silence qui l'entourait. Elle fit un pas en arrière, petit, presque imperceptible, mais Étienne le vit. Il y avait une chose que Geneviève n'avait pas calculée. Ce n'était pas l'exposition, ce n'était pas la gêne face aux clients. C'était le fait qu'en jetant cette eau à Manon, elle avait jeté de l'eau sur un souvenir qu'Étienne gardait plus précieusement que tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et c'était le genre de choses qu'on ne pouvait pas défaire avec une excuse ou un changement de sujet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce qui se passa dans les jours qui suivirent fut d'une certaine manière plus révélateur que ce moment dans la salle. Manon démissionna le lendemain matin. Damien l'appela pour essayer de la convaincre que ce n'était pas nécessaire, que la situation avait été une exception, que l'entreprise avait besoin d'elle. Manon le remercia poliment et dit non. Ce n'était pas par fierté, enfin, peut-être un peu, mais c'était surtout parce qu'elle avait compris quelque chose cette nuit-là
qui avait changé sa façon de voir sa propre vie. Elle alla voir sa mère. Huguette était assise sur la véranda quand Manon arriva sur une chaise en paille, un café à la main, avec cette allure fatiguée mais sereine qu'elle avait développée ces dernières années. Manon s'assit à côté d'elle et raconta tout, depuis le début. L'argent qui arrivait chaque mois, l'entreprise d'Étienne, le père qui avait sauvé un inconnu des décennies plus tôt, sans jamais en parler à la maison. Huguette écouta sans l'interrompre. À la fin, elle resta silencieuse un long moment. « Ton père n'en a jamais parlé, dit-elle enfin, parce qu'il pensait que la bonté n'a pas besoin de public. » Manon déglutit avec peine. « Mais vous saviez ? Pour l'argent ? » « Je savais que ça venait de quelqu'un qui devait quelque chose à ton père, » dit Huguette. « J'ai imaginé qu'un jour tu le découvrirais. Ça arriverait au bon moment. Il y a des choses qu'on ne comprend que lorsqu'on les entend de la bouche de sa propre mère. Ça a été l'une d'elles pour moi aussi pendant que j'écoutais cette histoire. » Étienne chercha Manon 2 jours plus tard. Il ne vint pas à son appartement. Il ne fut pas intrusif. Il envoya un message court demandant à lui parler, quand elle pourrait, si elle le voulait. Elle accepta. Ils se rencontrèrent dans une boulangerie simple près de chez elle. Étienne était en jean et en chemise, sans l'armure du costume. Il paraissait plus vieux ainsi, ou plus réel peut-être. Il s'excusa d'abord, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ne pas être venu plus tôt, pour avoir laissé la dette envers son père devenir un secret qui avait fini par causer du tort. Il dit qu'il avait eu tort de ne pas être transparent avec Geneviève, même si les raisons étaient compliquées. Et il dit que, quoi qu'il arrive, il honorerait ce qu'il avait promis à son père jusqu'au jour où il ne le pourrait plus. Manon écouta tout, but son café, et dit une chose qu'il n'attendait pas. « Vous ne devez plus rien. Mon père n'a pas fait ce qu'il a fait parce qu'il voulait être remboursé, et je ne veux pas être la dette de votre vie. » Étienne resta à la regarder. « Alors qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il. « Je veux que vous me parliez de lui. » Sa voix se brisa un tout petit peu à cet instant. « J'étais petite quand il est parti. J'ai très peu de souvenirs. Mais vous avez côtoyé, vous avez travaillé avec lui. Je veux savoir qui il était en dehors de la maison. » Étienne ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent sur son visage, quelque chose de plus léger. « Il était drôle, » dit Étienne. Une chose que la plupart des gens ne savaient pas. Très sérieux à l'extérieur, mais quand il faisait confiance à quelqu'un, il riait d'une façon qui remplissait toute la pièce. Manon sourit. Le premier vrai sourire depuis des jours. Ils restèrent plus de 2 heures là-bas, dans cette boulangerie simple, avec le bruit du quartier dehors. Étienne raconta des anecdotes sur Fernand sur le chantier, sa façon de prendre des décisions, le jour où ils avaient perdu un contrat important et où il avait dit que quand une porte se ferme, on construit une fenêtre. Manon riait et pleurait parfois en même temps, et aucun des deux ne s'en soucia. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Et Geneviève ? Geneviève resta chez elle pendant presque 1 semaine après la fête. Elle n'était pas malade, elle n'avait pas besoin de médecin. Elle avait besoin d'un temps qu'elle ne s'était pas accordé depuis des années, pour se regarder elle-même sans son armure. Ce n'était pas une mauvaise femme. C'était une femme qui avait construit une identité entière sur le contrôle, la méfiance, la croyance que le monde essaierait toujours de lui prendre ce qu'elle avait conquis avec tant d'efforts. Et cette croyance avait une racine profonde, qui remontait à une enfance difficile dans une maison où ce qu'elle avait finissait toujours par disparaître. Elle avait transformé cela en force. Mais la force sans direction blesse les gens autour de soi. Damien demanda à lui parler quand elle revint. Avec délicatesse mais avec fermeté, il dit que cet épisode avait affecté toute l'équipe, qu'il y avait des gens qui pensaient à partir, que l'entreprise pouvait perdre de bons employés à cause d'un environnement où personne ne savait quand il pourrait être le prochain. Geneviève écouta sans interrompre, ce qu'elle faisait rarement. À la fin, elle demanda « Tu me dis ça parce que tu as du courage ou parce que tu veux partir aussi ?» Damien réfléchit un instant. « Je le dis parce que je tiens à ce qu'on a construit ici, et parce que vous aussi vous y tenez quand vous n'avez pas peur. » Elle resta à le regarder pendant un long moment. « Tu es culotté, Damien. Vous m'avez embauché comme ça. » Elle ne sourit pas, mais son menton se détendit un peu, et il sut qu'il avait été entendu.
Le contrat de la fête, à la surprise de beaucoup, ne fut pas annulé. Les entrepreneurs invités avaient été mal à l'aise avec la scène, mais l'un d'eux, le plus âgé du groupe, avait cherché Geneviève le lendemain et lui avait dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Aucun de nous n'est arrivé là où nous sommes sans avoir commis une erreur que nous aimerions pouvoir effacer. La question, c'est ce que vous faites après. Elle ne savait pas vraiment si c'était de la générosité ou de la stratégie, mais elle accepta les mots tels qu'ils venaient. Étienne et Geneviève eurent la conversation qu'ils auraient dû avoir depuis longtemps. Ce ne fut pas facile. Il y eut de lourds silences, quelques mots durs, le genre d'honnêteté qui fait mal avant de guérir. Étienne expliqua Fernand de A à Z depuis le début. Geneviève écouta, et à la fin ce qu'elle ressentit ne fut pas ce qu'elle s'attendait à ressentir. Ce ne fut pas de la colère. Ce fut une sorte de honte silencieuse face à une histoire qui était plus grande et plus belle que tout ce que sa jalousie avait imaginé. « Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?» demanda-t-elle. « Parce que tu as toujours eu du mal à croire que les gens font de bonnes choses sans attendre quelque chose en retour, » dit-il, avec précaution. « Et je ne voulais pas te voir regarder Fernand avec méfiance. Il ne méritait pas ça. » Elle ne répondit pas. Mais elle garda ses mots pendant longtemps après. Manon ne revint pas dans l'entreprise de Geneviève. Mais sa vie changea d'une façon qu'elle n'avait pas prévue. Grâce à Étienne, elle découvrit un petit restaurant qui avait besoin de quelqu'un avec de l'expérience en événementiel pour aider à la gestion des banquets. C'était différent de servir. C'était organisé, planifié, s'assurer que tout se passe bien. Elle essaya, elle réussit, elle resta. Huguette alla mieux du genou grâce au traitement approprié, qui devint enfin accessible. Elle avait repris le travail à temps partiel chez une couturière du quartier où elle avait toujours été bonne. Elle s'animait quand il y avait une nouvelle commande, et cela en soi était déjà une forme de guérison. Et il y avait une dernière chose qui s'était passée, des mois après tout cela. Geneviève apparut à la boulangerie où Manon et Étienne s'étaient rencontrés. Pas par hasard. Elle avait demandé l'adresse à son mari. Elle arriva un jour ordinaire, sans tailleur, avec un simple chemisier et les cheveux attachés à la va-vite, ce qui, pour elle, était presque une déclaration. Manon était là, buvant un café avant le travail. Geneviève s'assit. Elle commanda un café aussi. Les deux femmes restèrent un moment en silence. « Je ne suis pas venue m'excuser pour ce que je crois que tu veux entendre, » dit Geneviève enfin. « Je suis venue m'excuser pour ce que j'ai réellement fait. C'est-à-dire te traiter comme si tu étais une menace alors que tu étais une personne qui travaillait. Tu ne méritais pas ça. » Manon la regarda. La femme en face d'elle était la même que celle de la salle, mais elle semblait plus petite, pas de taille, de poids, comme si elle avait lâché quelque chose qu'elle portait depuis des années. « Vous savez ce qui m'a retenu cette nuit-là » dit Manon. Geneviève fit non de la tête. « Ma mère disait toujours que quand une personne t'humilie devant les autres, elle montre qui elle est, pas qui tu es. J'ai pensé à ça pendant que l'eau coulait sur mon visage. » Geneviève resta à la regarder. Puis elle regarda son café, puis elle revint vers Manon. « Ta mère est sage. » C'était la phrase préférée de mon père, elle ne faisait que la répéter. Les deux femmes restèrent en silence encore un moment. Ce n'était pas le silence d'avant. C'était un autre genre de silence. « Tu vas accepter ce que je te dois » demanda Geneviève. « Vous ne me devez rien. Ce n'est pas ce que je crois. »« Alors laissez-moi vous dire ce que j'accepte, » dit Manon. Et il y avait dans sa voix une fermeté qui n'était pas de l'hostilité, c'était juste de la clarté. « Traitez bien les gens qui travaillent pour vous, pas pour moi. Pour eux. Voilà ce que vous me devez. » Geneviève ne répondit pas. Mais quand elle se leva pour partir, elle laissa sur la table une carte avec le nom de l'entreprise et le numéro de Damien. En dessous, avec l'écriture soignée de quelqu'un qui avait choisi ces mots, il était écrit « Si un jour tu as besoin d'une recommandation, tu peux utiliser mon nom. » Manon resta à regarder la carte longtemps après son départ. Puis elle la plia, la mit dans sa poche et alla travailler. Fin de l'histoire. Vous savez ce qui m'est resté de cette histoire. Ce n'est pas la scène du seau, qui est troublante et intense. C'est la phrase de la mère de Manon. Quand une personne t'humilie devant les autres, elle montre qui elle est, pas qui tu es. Simple comme ça. Et si difficile à se rappeler au moment où tu es trempé au milieu d'une salle. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire. Auriez-vous réagi comme Manon ou auriez-vous répondu différemment? Laissez un commentaire
Je lis tout avec attention. Et si vous êtes de loin, dites-nous d'où vous regardez, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas le like et, le plus important, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires.